Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Triple Menace. Bon milieu de semaine pour cette édition très spéciale. Ça arrive pas souvent qu'on ait à faire des émissions dans le genre. En fait, je dirais que de faire ce genre d'émission dépend aucunement de nous et de notre implication avec le projet, mais entièrement de Kent Hughes. Et aujourd'hui, il a fait, parce que, mesdames et messieurs, vous avez sûrement entendu la nouvelle, mais Patrick Laine est un membre des Canadiens de Montréal. Donc, l'échange a été officialisé en début de semaine. On parle d'un retour qui, on va se le dire, revient à pas grand-chose. Avec Jordan Harris et en retour, on reçoit non seulement Laine, mais un choix de deuxième tour puisque le Canadien accepte de prendre l'entièreté du contrat de Patrick Laine. Comme toujours, l'émission vous est présentée non seulement par moi, mais bien sûr avec Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget à la barre de l'émission, prêts à jaser un petit peu de ça. Vous connaissez maintenant les faits. Patrick Laine est un membre des Canadiens de Montréal. Et avant qu'on décortique un petit peu tout ça, les gars, quels sont vos ressentiments? Comment vous sentez-vous à chaud avec la nouvelle qui vient de sortir? Écoute, t'aurais dit ça au Pop en 2016, puis d'après moi, ça serait évanoui sur le plancher. En 2016, juste avant le repêchage, Patrick Laine, c'était mon boy. Je l'ai jamais caché. Je pense que je prenais lui avant... Back en 2016, je prenais lui avant Matthews au premier choix au total. Moi, je pense, si j'étais les Leafs en 2016, moi, je prenais Patrick Laine. C'est à quel point j'aimais et j'aime encore ce joueur aujourd'hui. Je voyais des highlights back in the day, puis j'étais comme, c'est le successeur d'Ovechkin. Je dirais pas qu'il aurait eu la même carrière, mais c'était le digne successeur d'Alexander Ovechkin dans la Ligue nationale. Et pour moi, de l'avoir en 2024 à 26 ans, je me serais dit, soit il est arrivé quelque chose, ou soit le Canadien était à un élément de gagner la Coupe Stanley. On n'est pas encore rendu là, mais je dois affirmer que je hurlais dans mon appartement quand j'ai vu que ça... Quand Elliot Friedman a commencé à dire que ça s'en venait, moi, je commençais à hurler dans mon appartement tellement j'étais content. Écoute, moi, j'ai eu pas mal la même réaction de pur bonheur et tout. Je parlais avec un de mes amis qui, d'ailleurs, est à l'écoute de Chola aujourd'hui. Je le salue, il va se reconnaître. Ça a été un beau moment, honnêtement. Tu sais, c'est après des années vraiment difficiles, tu dis, gars, tu sais quoi, c'est la première fois depuis des années que le Canadien fait un gros échange dans le but de s'améliorer dès maintenant. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était quoi? C'était en 2021 quand on faisait des échanges pour aller chez Eric Stahl, genre. Tu sais, c'était la dernière fois qu'on a vraiment vu un gros échange comme ça à Montréal. Ça fait quand même un bon moment. Tu sais, il y a eu Sean Monahan qui est arrivé, mais à ce moment-là, Monahan, c'était vraiment un boulet. Puis oui, Patrick Laine, avec son contrat, est un boulet, entre guillemets, mais on s'entend que c'est un boulet qui a un potentiel quand même. Un boulet qui... Tu sais, moi, un boulet qui peut marquer 40 buts par année, je t'appelle pas vraiment ça un boulet. Puis, tu sais... La façon dont j'ai vu cet échange-là, dans le pire des cas, tu as échangé Jordan Harris, qui avait plus de place à Montréal, pour un choix de deuxième ronde. Dans le meilleur des cas. Si Patrick Laine est pourri pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est pas grave. Tu as échangé Jordan Harris, qui était un problème, puis tu as eu un choix de deuxième ronde. Et au bout de la ligne, c'est ça, c'est un choix de deuxième ronde qui, pourrait être, une fois de plus, une monnaie d'échange, qui sait, dans combien de temps encore, le Canadien peut commencer à espérer être parmi les bonnes équipes. Mais pas... Mio, le choix de deuxième ronde, là, on s'entend que Columbus ne sera pas contender d'ici 2 prochaines années. Non. Ça ne sera pas un choix numéro genre 60-61. Ça risque d'être peut-être un choix 33 à peut-être 38, là. Mais Pop, c'est quasiment un choix de première ronde que tu vas chercher. Mais Pop, ils ont sorti la banque pour Sean Monahan et Johnny Gaudreau. Ils devraient être une bonne équipe, n'est-ce pas? Ben oui. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que tu parles, c'est comme quoi ce sera pas un choix 60. Tu sais, la dernière fois que le Canadien a eu le choix 62, ils ont quand même pris Lane Hudson avec. Tu sais, c'est pas si pire, là, mais j'avoue que t'as mieux avoir un choix de début de deuxième ronde. Puis, tu sais,
je pense que tout le monde est conscient. Je pense que même à Columbus, on le sait. Puis on voulait vraiment juste clairer le 8,7 millions de l'année pour 2 ans. C'est un gars qui voulait pas être là et tout. Puis pour de la flexibilité salariale à court terme, super bonne transaction pour Columbus. Ça répond à ce qu'ils autres recherchaient. À Montréal, on espère que Patrick Laine va pouvoir rebondir. Parce que si Patrick Laine rebondit, ça va vraiment être un vol à main armée de Kent Hughes. Définitivement. Et Pop, tu as amené un super bon point en début d'émission. Tu disais, Patrick Laine, comment tu avais une relation spéciale avec lui par rapport au fait que c'est un joueur que tu aimais bien. Moi aussi, j'ai une connexion spéciale par rapport à Patrick Laine. Et ça, c'était parce que tu sais, toi, tu avais déjà 20 ans, tu étais déjà vieux. Là. Tu sais, étais oui, très vieux. Moi, 2016, moi, j'avais 15 ans, puis moi, ce que je ne comprenais pas, c'était le fait que Patrick Laine était considéré comme le deuxième meilleur espoir du repêchage pour certains premiers. Puis moi, dans ma tête je ne regarde que le junior dans tout ce qui n'est pas hockey professionnel, je me dis comment un gars qui marque 17 points en 46 matchs dans une équipe professionnelle peut être considéré comme étant le deuxième meilleur espoir, ou du moins le meilleur espoir européen à ce repêchage-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir comme analyste sportif. Surtout qu'il ne faut pas oublier que quelques mois avant, avec Jesse Puljujarvi et Sébastien Aho, Patrick Laine a formé l'un des trios les plus fucking dominants de toute l'histoire du championnat mondial de hockey junior. Ces trois-là avaient carry la Finlande jusqu'à la médaille d'or. Puis ce trio-là était juste dominant. Puis là, tu le voyais arriver, tu le voyais en série. Tu étais genre, ce gars-là va être incroyable. Il l'est. Il l'a prouvé d'ailleurs dans la Ligue nationale qu'il est capable d'être super incroyable. Mm-hmm. C'est juste que la constance, des fois, chez les marqueurs purs, les marqueurs comme les Ovechkin, les Stamkos, etc., c'est toujours une affaire qu'il faut surveiller. Et surtout, dans les dernières années, si Patrick Laine n'était pas dans un bon état d'esprit avec ce qui se passait à Columbus, là, ça peut être d'autres affaires. Mais là, ce qui est le fun, c'est que ce gars-là a une personnalité qui aime être dans le spotlight. Mm-hmm. Et Dieu merci, il va être dans le spotlight à Montréal dès qu'il va mettre un premier partant au camp d'entraînement cet été. Ça va être incroyable. S'il y a bien une place où tu veux avoir le spotlight, c'est bien à Montréal. Donc, maintenant, on connaît les faits. Patrick Laine, contrat de 8 700 000 $ pour les 2 prochaines saisons. En échange, bien sûr, de Jordan Harris, entre autres. Et maintenant, ce qui est très intéressant dans ça, mesdames et messieurs qui écoutez ça, c'est que vous vous rappelez sûrement justement de cette classe de 2016. Qui, les gars, est sorti 3e au total? Pierre-Luc Dubois, qui devait et voulait être un membre des Canadiens de Montréal il n'y a pas moins de 12 mois de ça. Et il y a aussi quelques années, on a eu droit à cet échange de Patrick Laine pour Pierre-Luc Dubois. Donc, Dubois à Winnipeg et Laine à Columbus. Maintenant, tout ce qui en ressort de cet échange pour les Blue Jackets, comme quoi cette équipe est quand même très bien gérée, on a maintenant Jordan Harris et un choix conditionnel de 4e tour du repêchage qui viennent d'arriver. Donc, essentiellement, nouvelle chose qui s'en vient, Jordan Harris. Et that's it. Et Pop, ça va même plus loin que ça. Ça va même plus loin que ça parce que je dois donner quand même un gros shout-out à Guillaume Villemer sur Twitter qui est statisticien. Je ne sais pas, il me semble dans les derniers souvenirs, il travaillait pour TVA Sport, mais je pense en tout cas, ça, je m'égare un peu. Mais fun fact, Patrick Laine, la transaction qui s'est produite lundi, ça découle de l'échange Yaroslav Halak que le Canadien a fait. La fameuse transaction qu'il avait envoyée Yaroslav Halak aux Blues de Saint-Louis parce qu'on reçoit Lars Eller et Ian Schultz dans cet échange-là. Mon boy, Lars Eller, soit dit en passant. 24 juin, la Saint-Jean 2016, on envoie Lars Eller aux Cavs de Washington pour des choix de 2e tour en 2017 et 2018. Le 2e choix 2018, on l'échange au repêchage contre un choix de 3 et un choix de 5. Le fameux choix de 3e ronde, on va chercher Jordan Harris au repêchage et là, on l'échange pour Patrick Laine. Tellement à quel point genre les heures de transaction des fois dans la Ligue nationale, c'est super fascinant. C'est magique, je te dirais. Définitivement magique. mais tu sais, je veux juste vous poser une question comme ça. Là, je pense que c'est Félix qui disait, là c'est un gros échange que le Canadien peut être meilleur maintenant. Est-ce que Patrick Laine, en tout cas pour moi, peut-être que j'en oublie quelqu'un là-dedans, c'est la plus grosse transaction avec le plus gros potentiel depuis l'échange qu'a amené Alex Kovalev à Montréal il y a une 20aine d'années? Écoute, Pop, j'étais excité quand
Tyler Toffoli signé à Montréal. Ouais, Ok. mais niveau transaction. Niveau transaction, moi, là, Eric la Stahl, seule je autre- l'étais. Mais ça ouais, a Eric Stahl dégonflé. est en fin de carrière. Mais tu vois, la seule autre aussi grosse transaction que ça que je me souviens, c'est Thomas Vanek à Montréal. C'est la seule autre que je me souviens qui était vraiment, vraiment grosse. Mais j'ai l'impression que Kovalev, l'année, c'est. Parce que Kovalev, faut pas oublier, était arrivé à Montréal avec une réputation qui était épouvantable. Une réputation de mauvais coéquipier et tout. Puis si je me trompe pas, il faudrait que je pense qu'il se fait échanger contre un joueur de la Ligue américaine. Il se fait échanger contre littéralement rien. Arrive à Montréal et. On salue la légende canadienne de Montréal, Joseph Barlage, qui avait été impliqué dans la transaction avec Montréal. N'importe quoi. Puis Kovalev est arrivé, puis finalement a rebâti sa réputation à Montréal, puis est devenu quasiment un héros national ici pendant le peu de temps qu'il était à Montréal. Si tu regardes ça, tu te dis. Puis c'est irréaliste de s'attendre à ce que l'année fasse ça. Je pense que c'est définitivement possible, mais je pense pas que c'est des attentes qu'on peut lui mettre non plus, surtout au prix où il a été acquis. Mais je pense qu'il y a une réelle possibilité. Je comprends pourquoi quelqu'un verrait un parallèle entre ces deux-là, parce que les deux arrivent un peu dans la même situation. Ont été acquis contre une bouchée de pain et ont clairement un potentiel qui est supérieur au prix qui a été payé pour les acquérir. Définitivement. Puis, t'amènes un autre bon parallèle avec ça parce qu'on parlait beaucoup aussi de la motivation de Kovalev, comme on peut parler un peu de la motivation de Patrick Laine, de peut-être des problèmes qui arrivent soit dans le cas de Laine en dehors de la glace ou Kovalev, le fait de vouloir se présenter un match sur 3. Maintenant, Laine semble être dans une meilleure santé et santé mentale surtout. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'on va suivre. Maintenant, les gars, on va jouer à ce petit jeu-là. Je vous demande, qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les takeaways, si vous me permettez un peu mon utilisation de la langue de Shakespeare, là? Mais que retenez-vous par rapport à cet échange ou même que surveillez-vous maintenant en allant de l'avant avec Patrick Laine à Montréal? Je vais y aller en premier. Je vais te laisser la piste de danse après, mais je vais y aller en premier. Moi, écoute, j'ai vu cette transaction-là, puis je sais que c'est un take ce que je vais dire là, mais pour moi, Patrick Laine doit commencer la saison sur le premier trio avec Nick Suzuki et Juraj Slafkovský. Je m'explique. Patrick Laine sur ton top 6 est définitivement le pire allié défensif qui est là. Donc, forcément, tu veux le jumeler avec un centre qui va être capable de le couvrir, si tu veux. Et Kirby Dach, qui a le potentiel d'être capable de faire ça. Je crois beaucoup en Kirby Dach. Je suis un très, très grand fan de Kirby Dach. Kirby Dach revient d'une grosse blessure au genou et je pense qu'au début de la saison, en tout cas, tu veux que ses responsabilités, ce soit de retrouver ses sensations et de redonner le joueur qui était. Mettre cette pression-là sur les épaules de Nick Suzuki, qui est déjà excellent défensivement, je pense pas que c'est quelque chose qui le dérangerait. Et oui, le premier trio l'an passé était excellent avec Suzuki, Caulfield et Slafkovský. Mais si tu sépares Nick Suzuki, Cole Caulfield, là, tu as sur le premier trio Patrick Laine avec Suzuki et Slafkovský, qui est un trio qui a le potentiel de dominer. Et Kirby Dach, depuis qu'il est arrivé à Montréal, on le voit comme un fabricant de jeu exceptionnel. Tu le mets avec Cole Caulfield et Alex Newhook. Pour moi, il n'y a aucun problème. C'est deux trios qui peuvent marquer super facilement. Donc, moi, si je suis Martin Saint-Louis, je ne dis pas que je veux ça au premier match de la saison, mais je veux au moins faire le test au camp d'entraînement, voir un peu ce que ça donne, de voir la chimie, de ce que la chimie va opérer entre les gars, parce que je pense qu'il y a un réel potentiel que ce soit un trio, une meilleure façon d'aligner tes deux premiers trios en mode. Surtout, pour continuer un peu, je sens que Patrick Laine est déjà plus établi dans un rôle de sniper que Cole Caulfield. On a déjà prouvé qu'il était capable de marquer 40 buts. Peut-être qu'il peut... Tu sais, Patrick Laine, dans un meilleur scénario, peut pogner quoi? 40, 45, 50 buts? Rendu là, soyons... Écoute, c'est définitivement ce qu'il souhaite. Soyons fous juste un moment. Mais écoute, t'as Nick Suzuki qui n'est pas le plus gros centre numéro 1. Tu sais, une des commentaires qui revient souvent, une des critiques qui revient souvent sur le Canadien sur le long terme, c'est qu'on est petit. Nick Suzuki n'est pas gros, Cole Caulfield n'est pas gros. Là, tu entoures Nick Suzuki avec deux mastodons sur ses ailes. Ça va être absolument renversant d'essayer de couvrir ces gars-là, puis surtout s'il faut commencer à attaquer le filet avec un gars comme Juraj Slafkovský qui va servir d'écran pour Patrick Laine. Ça va être absolument incroyable. Puis moi, je pense que Cole Caulfield va mieux matcher avec la vitesse d'Alex Newhook sur l'hôtel que le style de jeu de Juraj Slafkovský comme partenaire d'ailier. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis juste un petit détail, tu vois, tu dis le Canadien est petit et tout. Puis avec deux gaillards autour de Suzuki, Patrick Laine, il ne faut pas l'oublier, n'est pas reconnu comme un joueur physique et tout, mais Pop, tu l'as dit,
Patrick Laine est 6 pieds 5 pouces. C'est vraiment pas un petit bonhomme. Là. C'est pas parce que c'est un franc-tireur que c'est un petit bonhomme. 6 et 5, c'est un gros monsieur, Patrick Laine. Là. Ça prend de la place sur une glace. Puis c'est pas un joueur qui est physique, mais c'est pas un joueur qui va se laisser marcher sur les pieds non plus. Donc, il y a ça aussi, juste rajouter cette petite information. Vous avez d'ailleurs évoqué le nom de Cole Caulfield, puis en écoutant ce que Félix avait à dire, je pense que maintenant, ça a son sens. Mettons, encore une fois, on va se transporter à il y a 12 mois. On me dit que Cole Caulfield devrait être sur une deuxième ligne. J'aurais été peut-être un peu plus inquiet, mais je pense que la saison 2023-2024, en dépit des résultats au portrait global des Canadiens, on a quand même vu une évolution dans le jeu de Cole Caulfield, de pouvoir s'adapter comme un joueur qui est capable d'administrer des passes à ses coéquipiers, de quelqu'un qui est capable justement de jouer au-delà de son rôle de marqueur. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et Félix, tu as mentionné justement la vitesse d'Alex Newhook. C'est définitivement quelque chose qui va être intéressant, mais maintenant, avant que Félix nous amène ton deuxième point, j'ai besoin de savoir quels sont vos alignements sur l'avantage numérique. Ça, je pense que tu gardes Caulfield avec Suzuki en avantage numérique. Tu sais, je pense que tu veux quand même les avoir ensemble de temps en temps. Je pense que Slav veut pas mérite. Je pense qu'il faut que tu sépares Caulfield Laine pour avoir 2 vagues menaçantes. Je pense que Slav mérite de revenir avec Suzuki et Caulfield sur la première unité. Et tu vois peut-être un Kirby Dach aller avec ces gars-là, avec un Lane Hutson en arrière. Ou si Lane Hutson est là, moi, j'écarte pas que Lane Hutson joue avec Mike Matheson sur une première vague. Et là, sur ta deuxième vague, tu as quelque chose du genre Patrick Laine avec Alex Newhook, avec Christian Dvorak ou Jake Evans. C'est un centre qui peut prendre des mises au jeu. Ou à la limite, Alex Newhook peut jouer au centre si tu veux un Josh Anderson ou un Joel Armia en avantage numérique. Tu sais, tu peux vraiment avoir du fun avec cet avantage numérique-là. Puis, tu t'imagines une première vague qui ressemble à quelque chose comme Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Kirby Dach, puis Lane Hutson. C'est vraiment le fun. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis le Canadien. Je pense que c'est de loin la première vague d'avantage numérique la plus fun que je ne vais jamais avoir vu à Montréal. En assumant que Lane Hutson fait l'équipe aussi, parce que c'est pas... Échanger Jordan Harris, ça y ouvre une place, mais ça ne garantit pas sa place non plus. Pour moi, il y a des bonnes chances. Ça augmente ses chances clairement. Mais si ça ressemble à ça, ta première vague, t'es assez bien. T'es très, 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 très bien à moi. Puis c'était quelque chose qu'on avait noté l'année passée du côté de Montréal. La deuxième, à la seconde que ta première unité débarquait de la glace en avantage numérique, je pense que tu pouvais fermer ta TV et te dire écoute, il ne se passera rien. Tu pouvais aller aux toilettes, tu pouvais aller pisser, faire n'importe quoi parce que tu savais qu'il n'y allait rien qui allait arriver. Là, tu rajoutes un Patrick Laine. Si tu mets Lane Hutson sur ta première vague, tu peux mettre un Mike Matheson sur ta deuxième. Puis un Arbor Xhekaj aussi qu'on a essayé l'année dernière, qui est, on l'a vu, a un sneaky bon lancer-frappé. Et tu mets un gros bonhomme devant le filet, un genre de Joel Armia qui peut faire ce genre de choses-là. Donc, on vient juste rééquilibrer l'avantage numérique. Déjà là, c'est un gros plus. Puis, nonobstant, un 18 août, tu règles ton top 6 puis tu désengorges en tout cas, en partie, ton problème en défensive avec le trop de défenseurs qu'il y avait. Moi, je pense que, tu sais, un 19 août, là, je pense que je ne m'attendais pas à voir ça du côté de Kent Hughes. Fait que, allons-y avec ça. Non, définitivement. Puis, tu sais, on a tellement lancé des fleurs à Kent Hughes pour des bonnes transactions. Mais, tu sais, des transactions, comment on pourrait dire ça, tu sais, qui ne sont pas autant flashy, qui ne vont pas autant être tape à l'œil, mais on est capable d'avoir une progression petit à petit. Mais là, cette fois-ci, c'était un gros coup. Félix, là, tu as mentionné justement la place de Laine pour ce qui est du premier trio. Qu'est-ce qu'on pourrait remarquer d'autre avec cette transaction-là? Moi, je remarque que Pascal Vincent, qui a été l'entraîneur de Patrick Laine à Columbus l'an passé, et on a parlé comme quoi ça n'avait pas toujours été facile. On a vu Laine être clubé au banc et tout. Et là, Pascal Vincent arrive à Montréal. Et je m'excuse, mais cette transaction-là, je ne crois pas une seule seconde que le Canadien aurait pu aller chercher Patrick Laine sans demander à Pascal Vincent ce qu'il en pensait. Je ne crois pas ça une seule seconde. S'il y a une personne, Pascal Vincent l'a à Winnipeg, il l'a à Columbus. S'il y a une personne dans l'organisation qui sait de quoi elle parle quand on parle de Patrick Laine, c'est Pascal Vincent. Si cette transaction-là s'est faite, c'est parce que Pascal Vincent a donné son hockey. Pascal Vincent va être à Laval. Il ne verra pas Patrick Laine de l'année à moins d'un miracle ou qu'on revoit une situation à la Brendan Gallagher et Carey Price qui vont jouer à Laval un petit match de réhabilitation en fin de saison. Mais les deux gars ne vont pas se côtoyer, mais c'est sûr qu'on a été voir Pascal Vincent savoir ce qu'il en pensait. Là, ce qui circule depuis hier, c'est que dans le fond, quand on parlait que Laine a été cloué au banc l'an passé,
c'est Pascal Vincent qui voulait comme enlever un peu de chaleur sur les épaules de Laine parce que ça commençait à peser lourd un peu. Il a dit, gars, je vais te clouer sur le banc, je vais être le mauvais gars pour le moment, essayer de te donner un peu de place et tout. Peut-être que, encore là, est-ce que c'est la véritable version, c'est avancé pour le moment. J'ose croire, en tout cas, que Pascal Vincent a été consulté et qu'il a donné son accord à cette transaction-là. Sinon, c'est vraiment un coup raté. Il faut que tu demandes à Pascal Vincent ce qu'il en pense. C'est celui qui peut te donner le plus d'informations. Et il vient d'arriver. Et s'il a donné en anglais, on parle du stamp of approval. S'il a donné son accord pour que cette transaction-là se fasse en tant que premier mouvement chez le Canadien, parce que c'est la première chose qu'il va avoir faite à Montréal, c'est... Tu ne donnes pas ton accord. La première chose que tu fais, tu ne donnes pas ton accord à un gars qui t'a pas confiance. Et pour moi, ça veut dire beaucoup sur cette transaction. Moi, ça me dit tellement une affaire aussi. Mettons, là, justement, la saison se passe super bien. Est-ce qu'après ça, à l'inverse, on peut voir Patrick Laine commencer à pousser pour que Pascal Vincent ait peut-être une meilleure job dans l'échiquier des Canadiens et se retrouve avec le grand club la saison prochaine? Non, parce que encore là, on regarde un peu, on spécule un peu de ce qui semble sortir, mais il y a un point qui semble ressortir dans les dernières heures, c'est que Patrick Laine veut jouer pour Martin Saint-Louis. Oui. On est en train de se rendre compte que le Canadien de Montréal a peut-être un attrait que très peu d'équipes de la Ligue nationale ont, et c'est un entraîneur que les joueurs veulent jouer pour. Oui. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on se rend compte du côté du Canadien. Le management et l'entraîneur-chef commencent à devenir des attraits pour des joueurs. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile d'avoir des attraits à Montréal. Fait qu'on le prend avant qu'on le pense. Mais je ne pense pas. Peut-être que le seul scénario que je verrais, c'est peut-être. Écoute, puis là, je pense pas que Patrick Laine va commencer à aller voir Kent Hughes puis Jeff Gorton et dire hey, écoute, je veux que Pascal Vincent tatata. Là. Mais je pense que peut-être dans le seul scénario, c'est peut-être militer pour que Pascal Vincent redevienne adjoint à Montréal, peut-être dans 2 ans. Moi, c'est peut-être ça le petit scénario. Puis encore là, on fait juste spéculer. Là. Je pense pas qu'on va en arriver vraiment là de ce côté-là. En aucun cas, est-ce que je sous-entendais que Martin Saint-Louis allait perdre sa job? En aucun cas, est-ce que je mettais ça sous contexte? Donc, même pas pour vous, mais pour vous autres à la maison aussi. Là. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours un truther de Martin Saint-Louis. Pop, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette transaction-là? Moi, je pense que du côté de Columbus, là, je pense qu'on peut commencer à regarder de l'avant un peu pour cette saison-là parce que Don Waddell voulait que Patrick Laine parte. Patrick Laine voulait que Patrick Laine parte. Là, je pense qu'on était rendu à un point de rupture que pour tout le monde, que c'était... Puis je pense que c'était même pas de la mauvaise rancœur pour aucun des deux clans, mais je pense que ça prenait une séparation. À un moment donné, il fallait un changement. Puis quand tu sors du programme d'aide de la Ligue nationale, je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver. Regardez un peu Evgeny Kuznetsov. À la seconde qui est sorti de Washington l'année passée, en sortant du programme d'aide, il est arrivé en Caroline, puis on sentait déjà qu'il avait pris 1 ou 2 coches. Tu sais, on sentait que sur la glace, il avait retrouvé un peu plus de plaisir. Là, il est retourné en Russie, puis en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais on sentait déjà sur la patinoire qu'il devient de plus en plus efficace. Là, monétairement, on se débarrasse de 8,7 millions sur la masse salariale qui, en 2024, vaut tout l'or du monde d'avoir moins de 8,7 débarrassé sur tes chiffres. Enlever 8,7 de ta masse. Oui, c'est ça, exactement. Et là, ce que je me demande du côté de Columbus, c'est qu'on va-tu vraiment laisser une place aux jeunes? Parce que je regarde un gars comme Ken Johnson, je pense que ça peut être le genre de joueur qui va bénéficier de voir un Patrick Laine partir. Parce que là, on a des Fantilli, on a des Cole Salinger, on a des Ken Johnson, mais depuis quelques années, on a déjà vu des jeunes se plaindre de ne pas avoir de chance du côté des Blue Jackets. Et là, si on peut réussir à avoir quelque chose, parce que c'est pas avec les vétérans en place qu'on va aller en série. Éventuellement, il va falloir développer ces jeunes-là pour que ce club-là passe au niveau supérieur. Parce que, écoute, j'ai aimé Sean Monahan de tout mon cœur pendant qu'il était à Montréal, mais c'est pas lui qui va t'amener en série dès l'année prochaine. Là. Puis Columbus, c'est pas une équipe qui était super offensive, qui était incapable de pas mettre le plus de buts au tableau indicateur, puis même de l'autre côté, accorder beaucoup de buts. Là, j'ai hâte de voir du côté de Columbus parce que
comment je pourrais dire ça? Je dirais pas que cette organisation est toxique, mais on dirait que c'est tout croche. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de direction. Puis là, c'est sûr que Don Waddell vient juste d'arriver, puis là, ça risque de prendre du temps avant de laisser sa marque. Mais on sent que Columbus, depuis qu'ils ont fait le upset contre Tampa Bay il y a quelques années en série, quand ils avaient balayé Tampa Bay en 2019, cette organisation-là va nulle part. Je pense que là... Ils ont... Ouais, c'est ça comme je disais. Ils ont pas mal pique là. Puis je te relance il y a encore là, pique en tant que 8e taille de série dans l'Est. Exact. Puis tu cherchais un peu les mots pour ça. La meilleure description que j'ai vue de tout ça, c'est hier sur Twitter qui disait « Les Blue Jackets, vous n'allez jamais battre les accusations d'être une équipe d'Ohio. » Oh non, ça oui. C'est absolument clair. Mais tu sais, ce que j'aime dans le cas de Patrick Laine, c'est qu'il vient de sortir de l'Ohio et il a été drafté par l'équipe équivalente de l'Ohio au Canada. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, là, on va aller dans un gros marché. Oui. Venez pas me dire que Winnipeg et le Manitoba, c'est pas l'Ohio du Canada, là. Ouais. Je ne me prononcerai pas là-dessus. mais juste pour dire, juste le fait de voir Patrick Laine et Austin Matthews maintenant dans la même division, ça va être du cinéma. J'attends le tour de chapeau de Patrick Laine à son premier match à Montréal dans la face à Austin Matthews. T'imagines-tu, il y a eu Ryan Poehling, ça capotait. T'imagines-tu si Patrick Laine arrive, première game, fait un tour de chapeau? T'imagines-tu comment ça va être la folie furieuse à Montréal? Ça va être incroyable. J'ai tellement On va juste s'attendre à ça. Les gars, on avait partagé un peu cette information sur les réseaux sociaux hier et interagi un petit peu avec vous. Puis bien sûr, on a quelques-unes de vos réactions, notamment avec Producer Ali qui l'a dit encore une fois, motherfucking Kent Hughes, encore une fois, réussi à épater la galerie avec une transaction. Est-ce qu'on est prêt à dire que à chaud, OK? Là, on est loin d'avoir les résultats de ça, mais ce qui serait sa meilleure transaction? Je pense que tu peux pas faire mieux que Sean Monahan. Je pense que, tu sais, Sean Monahan, littéralement, tu donnais rien pour. À la limite, Jordan Harris devient un bon défenseur qui avait plus de place à Montréal, mais tu sais, Jordan Harris devient un bon défenseur et tout. Tu sais, ça... Sean Monahan, tu ne fais pas perdre cette transaction-là. Puis non seulement tu ne fais pas la perdre, mais je pense que tu l'as gagné plus que n'importe qui s'attendait à ce que tu gagnes cette transaction-là. Fait que je vais encore donner un petit avantage à celle de Monahan, mais sérieusement, Laine, il n'y a tellement pas beaucoup de risques. Puis oui, 8,7 millions, mais le Canadien n'a pas besoin de 8,7 millions pour les 2 prochaines années. Non. Ivan Demidov n'a pas besoin de signer son contrat d'ici là. La plupart de tes jeunes défenseurs sont déjà signés. Kirby Dach n'a pas besoin de signer d'ici là. Newhook, c'est un an plus tard en plus. Fait que c'est pas de l'argent que tu avais besoin à court terme. Investis-le dans un billet de loterie en Patrick Laine, puis regarde si ça fonctionne. Si ça ne marche pas, dans un an, tu as Demidov, puis dans 2 ans, c'est fini pour Laine. Puis même dans le pire des scénarios, il n'y a rien qui t'empêche de dire « Hey, Patrick Laine, on peut l'échanger au trade deadline juste quelques mois avant que son contrat finisse. » Là. Exact, tu retiens 50% de son salaire pour une demi-année. Puis ça devient un joueur de location élite pour un potentiel équipe qui aspire à la Coupe Stanley. En fait, comme on a vu dans le cas de Monahan, tu l'échangeais. Là, Félix t'a parlé d'une bouchée de pain. Monahan, je pense qu'on peut parler d'un trombone, je pense. Puis c'était le retour. Le trombone qui s'est transformé en maison. Oui, exact. Oui. Les vidéos YouTube, changer un trombone jusqu'à avoir une maison. Faudrait prendre note de ces vidéos-là, d'ailleurs. Puis, prochain commentaire qui nous vient aussi de Michael Payette qui dit « What a steal ». Donc, quel vol de la part de Wentwoogs avec ça. Puis, Michael partage un petit peu l'avis de Félix là-dessus sans vouloir non plus trop plonger tête première. Fait que peut-être que Michael va te rassurer, sachant que Félix partage cette opinion-là. Mais Michael dit « Ça sonne peut-être fou, mais je pense qu'il va compétitionner avec Caulfield sur la place du premier trio. Il évoque toutefois qu'il va 100% start avec Kirby Dach et Newhook l'année prochaine. Donc, ça va définitivement être à suivre. Mais, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce petit épisode très spécial de la triple menace 100% dédié à Patrick Laine parce que, quoi qu'il en soit, les gars, on a hâte. On a hâte que la saison commence avec une transaction de la sorte. Mes chaises de camping sont déjà prises. Vous allez me trouver sur Sainte-Catherine au mois de juin. Je vais être là, je vais être prêt. J'attends la parade avec grand plaisir. Et j'espère que Patrick Laine va avoir ses belles lunettes de soleil pour cette parade-là parce que j'ai vraiment, vraiment...
Est-ce que c'est la même chaise de camping qui est prête pour la future parade des Timberwolves du Minnesota dans quelques La même. To be fair, par contre, si on avait à dire laquelle des deux équipes a le plus de chances de gagner un championnat prochainement, c'est les Timberwolves. Mais bon, fait que ça va être à suivre. Anyways, les gars, peut-être qu'on va se retrouver dans quelques semaines, puis on va se dire « We are so fucking back », puis on va pouvoir retourner sur cet épisode-là pour se dire la bonne chose. Anyways, on se donne rendez-vous à la prochaine à la Triple Menace, et ciao, ciao!